Regardez ce petit miroir convexe, accroché au mur du fond, à peine plus grand qu'une orange. Depuis près de 600 ans, personne n'a jamais réussi à identifier avec certitude les deux silhouettes minuscules qui s'y reflètent, debout dans l'embrasure d'une porte que le peintre n'a montré nulle part ailleurs sur le tableau. Juste au-dessus de ce miroir, une inscription en latin ressemble, à première vue, à la signature fière d'un artiste satisfait de son travail. Mais si ce n'était pas une signature du tout, et si c'était comme si le peintre avait voulu consigner un acte dont la nature nous échappe encore? Ce tableau, ce sont les époux Arnolfini, peints par Jan van Eyck en 1434. Vous l'avez probablement déjà vu. Un homme sombre, une femme en vert qui semble enceinte, un petit chien, une chambre riche. Une scène de mariage, tranquille et bourgeoise. C'est ce que presque tout le monde y voit en premier. Et c'est peut-être exactement ce que Van Eyck voulait que l'on voie d'abord. Pour comprendre ce que cette signature pourrait signifier, il faut d'abord savoir qui tenait le pinceau. En 1434, Van Eyck n'est pas un peintre ordinaire. Depuis presque 10 ans, il est peintre officiel et valet de chambre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Il possède sa propre grande maison à Bruges. Il touche un salaire fixe qui le libère des contraintes des guildes. Un an à peine après avoir peint ce portrait, les trésoriers du duc tentent de réduire ce salaire jugé excessif. Philippe le Bon, furieux, leur écrit personnellement pour exiger que les paiements reprennent, affirmant qu'il ne trouvera jamais un homme d'un goût égal, aussi accompli dans son art et sa science. Un duc qui menace son propre gouvernement pour défendre un peintre, voilà le genre de statut dont jouissait cet homme. Mais voici ce que la plupart des spectateurs ignorent. Van Eyck n'était pas seulement peintre. Il était aussi diplomate, agent de confiance et parfois même messager du duc. Entre 1427 et 1429, il a mené des missions discrètes en Espagne et au Portugal, négociant en personne les alliances matrimoniales de son maître. Un homme habitué à représenter, à témoigner, à authentifier des accords au nom d'un autre. Cette expérience des actes officiels donne au verbe qu'il choisira plus tard pour signer ce tableau une résonance que n'aurait pas une simple signature d'artiste. Entrons dans la chambre elle-même, objet par objet, car chacun raconte une histoire différente, et ces histoires ne se ressemblent pas toutes. La plupart des gens pensent que la femme est enceinte. Ce n'est presque certainement pas le cas. Ce ventre arrondi n'est pas une grossesse, c'est une mode. Au XVe siècle, en Bourgogne, les femmes portent des robes appelées houppelande, avec des mètres de tissu ramassés devant le ventre pour créer artificiellement ce volume, symbole de fertilité plutôt que fait accompli. On retrouve exactement la même posture, le même geste de la main sur le tissu, chez des saintes vierges peintes par Van Eyck lui-même, comme Sainte Catherine, ou même chez Ève sur le retable de Gand. Si la femme représentée ici est bien Constanza Trenta, alors le couple n'aura, en tout cas, laissé aucun enfant derrière lui. Alors observons les pieds. 2 paires de chaussures ont été retirées. Les sabots en bois de l'homme, encore sales de la rue, ont été jetés négligemment au premier plan. Les chaussures rouges de la femme, elles, sont soigneusement rangées près du lit, à l'arrière. Erwin Panofsky y a vu dans les années 1930 une référence directe à l'épisode biblique où Dieu ordonne à Moïse d'ôter ses sandales car le sol qu'il foule est sacré. La preuve, selon lui, que la scène représente un acte solennel. D'autres historiens, dont Lorne Campbell, sont plus prudents. Se déchausser dans une chambre riche pouvait simplement relever d'un usage domestique sans qu'il faille y lire à rite. 2 lectures d'un même geste et rien qui permette de trancher définitivement entre elles. Pour comprendre pourquoi tant d'objets précieux se trouvent réunis dans cette pièce, il faut suivre la chambre de gauche à droite comme on suivrait une carte. La fourrure de martre du manteau de l'homme nous entraîne vers le nord de l'Europe. Le velours et la soie ramènent le regard vers Lucques, en Italie. Le tapis, sous leurs pieds, ouvre une route vers l'Anatolie. L'ambre du chapelet suspendu au mur, lui, remonte jusqu'aux rives de la Baltique. Cette chambre ne contient pas seulement des objets coûteux. Elle contient les routes commerciales sur lesquelles repose la fortune de l'homme qui y pose. Sur le rebord de la fenêtre et sur le coffre apparaissent des oranges. À l'époque, un agrume est un fruit d'importation, coûteux, presque exotique, réservé aux plus riches marchands. Ici, pas d'ambiguïté d'interprétation. Les oranges sont avant tout une preuve matérielle de richesse, la démonstration silencieuse qu'un marchand comme Arnolfini pouvait se permettre ce que presque personne, à Bruges, n'avait les moyens d'acheter.
Et puis il y a le chien, petit, posté entre les deux époux. On pourrait n'y voir qu'un animal de compagnie. Mais ce type précis de chien apparaît régulièrement sur les tombeaux sculptés des femmes nobles de cette période, couchées au pied de leur effigie, symbole de fidélité qui accompagne sa maîtresse au-delà de la mort. Un motif funéraire glissé dans une chambre de vivant. C'est peut-être ici que le tableau commence à changer de nature sous nos yeux. Approchons-nous encore, jusqu'au cadre du miroir lui-même. 10 minuscules médaillons l'entourent, chacun de quelques millimètres à peine, représentant des scènes de la Passion du Christ. Il faut une loupe pour les distinguer sur l'original conservé à Londres. Le chapelet d'ambre est peint avec une telle précision optique qu'on distingue le fil de soie verte traversant chaque perle translucide. Van Eyck ne peignait pas seulement ce qu'il voyait, il peignait ce que presque personne, à l'œil nu, n'aurait dû pouvoir voir. En 1995, Rachel Billinge et l'historien de l'art Lorne Campbell ont publié une étude détaillée des réflectogrammes infrarouges du panneau, réalisée à la National Gallery. Ce qu'ils ont découvert a nuancé des décennies d'analyse symbolique. Dans l'esquisse préparatoire, sous la couche de peinture finale, il n'y avait ni chien, ni lustre, ni orange, ni chaussures éparpillées, ni chaise près du lit. Ces objets, devenus la pierre angulaire de nombreuses interprétations, ont été introduits directement dans la peinture, à un stade tardif du travail. Cela ne prouve pas qu'ils furent improvisés au dernier moment, mais cela montre qu'ils ne faisaient pas partie de la première architecture graphique du panneau. Le visage de l'homme a lui aussi changé en cours de route. Les yeux étaient initialement placés plus haut, le nez et la bouche avaient d'autres proportions, et ses pieds ont été repeints 3 fois. Les traits de la femme ont eux aussi été déplacés, tout comme l'orientation de son regard, qui fixait initialement son mari avant d'être abaissé. Le visage que nous lisons aujourd'hui comme réservé, presque mélancolique, est donc le résultat d'une décision prise en cours de travail, et non d'une intention que l'on puisse affirmer avec certitude. Mais les objets ne sont pas la seule chose qui résiste à l'examen. La géométrie même de la pièce se divise. Dans le lustre en cuivre au-dessus de leur tête, une seule bougie brûle, exactement au-dessus de l'homme, en plein jour visiblement estival. Et pourquoi, du côté de la femme, ne distingue-t-on que les restes d'une bougie qui ne brûle plus ? Aucune cheminée par ailleurs n'est visible dans la pièce, ni dans son reflet. Ce n'est pas la preuve qu'un élément réel a été effacé par le peintre, c'est une anomalie supplémentaire dans un intérieur qui paraît parfaitement cohérent avant de cesser de l'être dès qu'on le mesure vraiment. En 2021, le chercheur Gilles Simon de l'Université de Lorraine a soumis le tableau à une analyse informatique complète de sa perspective. Selon la reconstruction qu'il propose, Van Eyck aurait composé l'espace à partir de plusieurs centres de projection, peut-être au moyen d'un dispositif optique à plusieurs œilletons, plutôt qu'à partir d'un point de fuite unique comme l'exige la perspective linéaire classique. Simon y voit un lointain précurseur de nos systèmes de réalité augmentée. Si cette hypothèse est juste, la pièce que nous observons n'est pas la copie fidèle d'un lieu vu d'un seul regard, mais la synthèse de plusieurs points de vue assemblés en un seul espace crédible. La précision de Van Eyck ne produit donc pas une copie du réel, elle produit quelque chose de plus troublant, une image construite que notre œil accepte, sans hésiter, comme parfaitement vraie. Revenons maintenant à l'identité des deux personnages, car c'est là que l'histoire du tableau prend un tournant. Pendant plus de 100 ans, les historiens ont cru que l'homme représenté était Giovanni di Arrigo Arnolfini, et que la scène montrait son mariage avec Giovanna Cenami. Cette théorie s'est effondrée en 1997, lorsque l'historien français Jacques Paviot a retrouvé, dans des archives, la preuve que Giovanni di Arrigo ne s'était marié qu'en 1447, 13 ans après que le tableau eût été peint, et 6 ans après la disparition de Van Eyck lui-même. Impossible donc qu'il s'agisse de ce mariage-là. Le candidat privilégié pour l'homme reste aujourd'hui Giovanni di Niccolao Arnolfini, un cousin plus âgé, marchand lucquois installé à Bruges depuis 1419. L'identité de la femme, elle, demeure véritablement inconnue. La National Gallery envisage la possibilité d'une seconde épouse non documentée. Margaret Coster, en revanche, propose une hypothèse plus troublante. Et si cette femme était Constanza Trenta, la première épouse de Giovanni, issue d'une riche famille de Lucques et apparentée par mariage aux Médicis. Constanza était morte avant février 1433, peut-être depuis déjà un certain temps. Les archives ne disent pas comment. 1 an avant que ce panneau ne porte sa date. Arrêtons-nous un instant sur ce nom.
Une femme jeune, issue d'une grande famille marchande, mariée loin de sa Toscane natale, morte pour des raisons que même les archives les plus soigneuses n'ont jamais consignées. Si l'hypothèse de Coster est juste, alors elle n'a jamais vu le panneau achevé. L'homme au visage si sévère ne pose peut-être pas fièrement pour la postérité. Il se tient debout, seul, à côté du souvenir peint d'une épouse déjà disparue. Regardez encore les médaillons du miroir, à la lumière de cette hypothèse. Du côté de l'homme, les scènes représentent la vie terrestre du Christ. Du côté de la femme, ce sont des scènes de la crucifixion et de la résurrection. Le teint de son visage paraît plus terreux que celui vivant et détaillé de son mari. Rien de tout cela ne constitue une preuve isolée, mais ensemble, ces détails donnent du poids à une lecture qui transforme ce que l'on prenait pour un tableau de fête en quelque chose qui ressemble, sous la surface du luxe, à un hommage rendu à une absente. C'est là qu'intervient de nouveau notre miroir. Le chien n'a pas été préparé dans le dessin sous-jacent, nous l'avons vu, et il ne semble pas apparaître dans le reflet du miroir, qui montre pourtant fidèlement le lit, la fenêtre et les deux personnages de dos. Est-ce un simple effet de cadrage, une omission technique, ou le signe qu'il fut ajouté à la toute fin, lorsque la construction réfléchie de la pièce était déjà achevée, non comme un animal réel présent dans la chambre, mais comme un symbole rapporté après coup. Personne, à ce jour, ne peut trancher avec certitude. Ce qui intrigue, dans l'inscription au-dessus du miroir, n'est peut-être pas un jeu de mots caché dans sa forme, mais le verbe que Van Eyck a choisi. Il n'écrit pas « Johannes de Eyck fekit »,« Jan van Eyck a fait ceci », comme l'aurait fait un peintre ordinaire signant son œuvre achevée. Il écrit « Fuit hic », il fut ici. La phrase ne désigne pas seulement un acte de création. Elle affirme une présence, celle d'un homme habitué, par son autre métier, à authentifier ce dont il avait été le témoin. Et il y a un dernier fragment, aujourd'hui disparu, qu'il faut aborder avec la plus grande prudence. Le cadre original du tableau n'existe plus, mais des inventaires espagnols mentionnent qu'il portait autrefois une citation tirée de l'Art d'aimer d'Ovide, un texte qui conseille de rompre ses promesses sans remords, puisqu'il ne coûte rien de promettre. Ces vers sont bien documentés à la fin du XVIe siècle. Mais ils ne figurent dans aucune des premières descriptions connues du tableau, ni celle de 1516, ni celle des décennies suivantes. Lorne Campbell estime qu'ils ont probablement été ajoutés après 1558. Autrement dit, ce cadre ne nous révélait peut-être pas ce que Van Eyck voulait dire. Il nous montrait comment, plus d'un siècle après la mort du peintre, quelqu'un avait déjà commencé à réécrire son tableau, à y projeter sa propre lecture, d'un mariage, d'un mensonge ou d'un deuil. Il faut d'ailleurs savoir que les historiens eux-mêmes ne s'accordent toujours pas sur ce que représente vraiment cette scène. Pour Erwin Panofsky, en 1934, il s'agissait d'un mariage clandestin, scellé devant témoins par la présence même du peintre. Pour Margaret Coster, en 2003, il s'agissait plutôt d'un mémorial, commandé après coup pour une épouse déjà disparue. Pour Margaret Carroll, en 1993, la scène représenterait un couple marié depuis longtemps, l'homme confiant à sa femme le droit de gérer ses affaires en son absence. Et pour Edwin Hall, en 1994, il ne s'agirait même pas d'un mariage, mais d'un simple accord de fiançailles entre deux familles de marchands. Aujourd'hui, la National Gallery elle-même s'est éloignée de la lecture de Panofsky, sans pour autant trancher en faveur d'une autre. 4 historiens, 4 lectures sérieuses, et aucune qui n'explique entièrement les autres. Alors remettons tout ensemble. La perspective composée de plusieurs regards, le chien absent du reflet, l'inscription qui ressemble à un témoignage plus qu'à un simple autographe, et ce cadre disparu, réinterprété bien après coup par des mains qui n'avaient jamais connu Van Eyck. Ces indices ne composent pas une solution unique, ils se contredisent parfois. Et c'est peut-être précisément là que réside le pouvoir de ce tableau. Chaque détail semble confirmer une histoire, un instant, avant qu'un autre détail ne vienne la défaire. Ce que ce tableau nous raconte dépasse la seule identité de deux Lucquois installés à Bruges. Tout, dans cette chambre, promet la maîtrise, le commerce, la matière, l'argent, la peinture elle-même.
Et pourtant, l'image entière semble dépendre d'une seule flamme et de la possibilité qu'elle s'éteigne. Un marchand peut acheter des fourrures venues de Russie, du velours venu de Lucques, un peintre attitré du duc de Bourgogne. Il ne peut acheter la certitude que ce moment durera, ni celle que les générations suivantes comprendront ce qu'il a voulu dire. Nous ne saurons sans doute jamais si cet homme au regard si grave tire la main de sa future épouse, d'une associée en affaires ou du souvenir peint de quelqu'un qu'il a déjà perdu. Le cadre qui aurait pu peut-être nous aider à trancher n'existe plus, et ce qu'il a remplacé dans les inventaires appartient à une époque bien postérieure à celle du peintre. Il ne reste qu'un reflet de quelques centimètres et une inscription qui, depuis 6 siècles, continue d'affirmer une présence sans jamais révéler à quel acte exactement elle a assisté. Alors une dernière question pour vous. Si ce miroir reflète fidèlement toute la pièce, jusqu'au tissu du lit et à la lumière de la fenêtre, pourquoi le chien, si présent au premier plan, semble-t-il absent de ce reflet ?